19h. Yarana, merci d'être avec nous. À la une de l'actualité de ce jeudi, ils sont nombreux au pays, mais impossible de les comptabiliser. Les aidants, ils le deviennent parfois sans le savoir. Certains se battent pour qu'ils soient reconnus car leur quotidien est difficile. Exemple, dans un instant, avant d'en parler avec notre invitée, Théa Chomette est l'une de ses représentantes à l'Assemblée de la Polynésie qui souhaite mettre en place un véritable statut des aidants. Des relayeurs de la course de la paix au pays pour diffuser des valeurs de fraternité et d'inclusion. C'est une première au Fénois et c'était à l'école Saint-Hilaire. La Hawaii Kinwiv à 2024 aura une saveur différente pour l'équipage de Pier FA. Ils font preuve de résilience après la perte tragique de l'un des leurs l'an dernier. Pour que cela ne se reproduise plus, la sécurité est renforcée. Les détails avec Juliane Favenec. Enfin, il y aura de beaux airs de Tarawa à la fin de cette édition. Une fois n'est pas coutume, les volontaires stagiaires du RSMA participent au Taurua Himene et vous allez l'entendre, ils pourraient peut-être décrocher un prix. En 2030, un Polynésien sur 6 aura plus de 60 ans selon les projections de l'ISPF, ce qui représente 54 000 personnes dont plus de 11 000 auront besoin d'assistance pour assurer leur vie quotidienne. Ces estimations inquiétantes encouragent l'association Polynésie Alzheimer à réclamer un vrai statut pour les aidants familiaux qui bien souvent se retrouvent démunis face à la perte d'autonomie de leurs proches. Le reportage de James O. Dylan Fels et Hitimanaki. Nous avons été confrontés à la maladie de notre papa et ainsi de notre maman, mais c'est plus notre papa, ça nous a réveillé quelque chose en nous. Et cela m'a permis de... J'arrive pas. Plus de 10 ans après sa disparition, c'est le cœur lourd que Terawa nous parle de son père. Diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer à l'âge de 65 ans, elle et sa famille ont pris soin de lui non sans difficulté jusqu'à son décès en 2017 lors de son transfert vers l'hôpital de Uturua. À Taha, sa sœur Tahia continue de s'occuper de la propriété familiale. La maladie s'est installée progressivement avec des symptômes qui ne trompent pas. Il oubliait tout, ce qu'il avait réalisé autrefois, son histoire de vie avec maman, jusqu'à oublier les prénoms de ses enfants. Afin de venir en aide aux familles qui traversent la même épreuve, Terawa a rejoint l'association Polynésie Alzheimer de Théa Chomette, une mission que lui a confiée sa maman. On a fait ce qu'il fallait avec notre papa jusqu'au jour où il est parti et même notre maman, elle nous a demandé de lui promettre si jamais on pouvait continuer dans cette voie d'aider, de tendre la main, il faut continuer. Présidente d'honneur de l'association Polynésie Alzheimer, Théa Chomette déplore que depuis 10 ans, rien n'a été fait en faveur des personnes âgées en situation de handicap. Aujourd'hui, élue de l'opposition à l'Assemblée, elle plaide pour un statut de l'accompagnant. Sans famille de proximité, sans aidants de proximité, ces personnes âgées ne peuvent pas survivre. Le mois dernier, une mission d'information portant sur les personnes âgées en perte d'autonomie a été créée par l'Assemblée de la Polynésie. Plusieurs auditions sont prévues. On continue d'en parler avec notre invité Théa Chomette. Yarana. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes élu à l'Assemblée de la Polynésie, auteur de 3 rapports pour l'instant sur le thème des personnes âgées ou en perte d'autonomie. On vient de l'entendre, cela fait 10 ans que vous militez pour une réelle évolution. À votre avis, qu'est-ce qui va changer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce que votre travail va apporter de plus et qui va permettre une évolution sur ce point ? Ce que nous voulons, c'est que surtout que les actes aujourd'hui se concrétisent parce que nous étions déjà en retard il y a 10 ans et si nous continuons à accumuler ce retard, ça va devenir une catastrophe pour la prise en charge de ces personnes âgées. Quel a été votre constat lorsque vous avez commencé à rédiger ces rapports ? Que surtout, ce qui était criant, c'était le statut de l'aidant. Dans un premier temps. C'est une personne qui existe à proximité, c'est une personne qui va accompagner le Matahiapo. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 20 ans.
c'est une personne qui ne va pas cotiser à la CPS. Si cette personne a la chance d'avoir les 50 000 francs, parce que ce n'est pas tous les aidants qui ont droit à cette aide, c'est une indemnité. Ça ne va pas répondre réellement à ce que fait cet aidant 365 jours dans l'année. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de nuit. C'est vraiment un sacrifice de vie pour pouvoir pour que ce Matahiapo puisse continuer à vivre. Aujourd'hui, vous proposez un statut juridique des aidants. Qu'est-ce que cela va permettre à ces personnes qui s'occupent des personnes âgées ou en perte d'autonomie? Il faut reconnaître son travail, il faut reconnaître le temps qu'il met. Il met beaucoup plus de temps que toute autre personne. Et donc il faut également reconnaître son épuisement, qu'il a besoin de répit. Par exemple, en France, en Nouvelle-Calédonie, il y a des centres répit, justement, où l'on peut placer les Matahiapo et que l'aidant puisse respirer, aller faire son travail qu'il n'a pas fait depuis plusieurs jours. Et si il n'a pas cette aide, l'aidant va s'isoler et il va s'oublier. Il va accompagner le malade, mais il va s'isoler et il va s'oublier. Vous souhaitez aussi aujourd'hui mettre en place des guichets uniques. En quoi est-ce que ça consiste exactement? C'est une manière... alors, le guichet unique existe. Hein, ce n'est pas une invention de ma part. Elle existait en Nouvelle-Calédonie, elle existe en France. C'est une porte d'entrée. Ça permet justement à accompagner les familles dans tout ce qui est prise de rendez-vous, gestion d'émotions, de détresse. C'est vraiment une prise en charge de la famille pour que cette famille puisse, on va dire, ne s'occuper que de l'accompagnement proche du malade et ne pas avoir la responsabilité de trouver les infirmiers, comment faire avec le kiné, le suivi du malade, des fois le transport. Il y a beaucoup de choses qui se greffent sur les familles, sur les aidants, et elles ont besoin d'aide. Donc le guichet va permettre déjà d'évaluer les demandes et d'accompagner ces familles. Et également au niveau communal, ça va permettre aux communes de pouvoir réagir et de mettre en sécurité toutes ces personnes vulnérables. Je vous donne un exemple. Il y a une perte de courant dans une commune. Où sont les Matahiapo qui sont sous respirateur? On ne sait pas. Parce qu'il n'y a aucune donnée chiffrée dans les communes. Donc ça veut dire que ces guichets seront rattachés aux communes? À travers d'une association, oui, c'est cela. Parce que c'est la proximité. Les familles, en premier lieu, vont aller voir la commune. Dans les villages, dans les îles, la commune est essentielle. Et donc, il faut quand même réfléchir également pour nos îles. Donc, ce qui va faciliter, on va dire, de la prise de conscience autour du Matahiapo dans les îles, ce guichet unique au niveau déjà des communes, mais également le pays devrait le faire au niveau du pays, pour aider justement toutes ces familles qui ont besoin. Très rapidement, pour terminer, vous allez vous inspirer d'un modèle déjà existant, donc en métropole, pour mettre en place ces guichets uniques? Tout à fait. D'ailleurs, je pars lundi, je me déplace en métropole. Je suis accueillie par France Alzheimer, qui vont me montrer l'efficacité, me faire visiter les guichets uniques qui existent déjà en milieu rural, ce qui va peut-être correspondre à nos îles. Voilà, je veux vraiment aller regarder également la partie législative, juridique de ce type de projet. Merci beaucoup, Tiavé Chomet, pour toutes ces explications. On espère que votre travail servira au gouvernement donc pour la mise en place du schéma d'organisation sanitaire. Son éviction se murmurait depuis quelques semaines. Elle se confirme ce jeudi. Claude Panero est démise de ses fonctions de directrice du centre hospitalier de Polynésie. Une décision actée en conseil d'administration, révèle TNTV. Elle dirigeait le CHPF depuis janvier 2020 et a été très vite confrontée aux difficultés financières et à celles dues au manque de personnel. Elle devrait être remplacée par Claude Drago, actuel directeur de la clinique Paufey. Eric Spitz promeut la préservation de la paix mondiale. Anthony Géros et Chantal Gagnon, eux, préfèrent insister sur le droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Ce sont des messages diffusés lors de la Journée des Nations Unies, célébrée pour la deuxième année consécutive. Un événement annuel qui incarne l'importance de cette organisation dans la promotion de la paix, des droits de l'homme et du développement social à l'échelle mondiale. Le président de l'Assemblée de la Polynésie et le haut-commissaire répondent à Heidi Enko. Le Tavenir a toujours œuvré pour la reconnaissance de son droit à l'autodétermination
Et l'Organisation des Nations Unies est justement une tribune où le droit à cette autodétermination peut s'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle, depuis l'année dernière, on a solennellement tenu à fêter cette journée internationale de l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il faille dialoguer, nous sommes d'accord sur le fait que tout doit rester pacifique. Et la position de la France peut évoluer. Depuis l'année dernière, elle siège au comité de décolonisation de l'ONU, alors que pendant 10 ans, elle a refusé de siéger. L'ambassadeur est resté aussi cette année pendant toute la durée de la délégation, qui était composée d'autonomistes aussi pour une fois, qui ont apporté un nom de son de cloche. Et donc voilà, c'est The Pacific Way, on dialogue, ça prend des fois du temps, mais on trouvera bien un avenir commun. Et pour la seconde fois, l'absence de Moïse Brynjolfsson a été remarquée à l'Assemblée. Pendant que les politiques partagent leur vision de la paix dans le monde, le concept est enseigné aux enfants, à ceux de Saint-Hilaire plus précisément. Ils accueillent 6 ambassadeurs de la course de la paix, un relais mondial avec flambeau fondé en 1987 par l'athlète et philosophe Sri Chinmoy. Les élèves de FAA sont bien décidés à faire un pas de plus vers un monde plus harmonieux. Vous allez le voir dans ce reportage de Rowan Potorou et Hubert Liao. Un hymne à la paix, c'est le message porté par les 6 relayeurs de l'organisation Peace Run devant les 450 enfants de l'école primaire catholique de Saint-Hilaire. Après 600 000 km parcourus à travers le monde, le flambeau pour la paix arrive pour la première fois au Fénois, un symbole fort pour la jeune génération. Que la paix est une chose bien dans le monde et qu'il faut la conserver. Même à l'école ? Oui, à la maison et partout dans le monde. Ça veut dire courir pour la paix, donc comme il y a des guerres, des fois, il y en a plein, et comme ça ils vont mettre la paix dans le monde. L'école doit être un lieu de bien-être, de sécurité, d'accueil pour nos enfants. Il faut qu'ils viennent à l'école, il faudrait qu'ils viennent à l'école heureux en fait de venir pour retrouver ses camarades et tout. Et l'école doit favoriser tout ça en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on a insisté et qu'on a mis en place en fait cette action. Fondé en 1987, ce relais international pour la paix a traversé plus de 150 pays à ce jour. Des milliers de bénévoles s'organisent pour porter le message, même dans les îles du Pacifique. Nous avons organisé des relais en Europe entre le mois de mars et le mois d'octobre. On a traversé 27 pays et parcouru plus de 20 000 km. Donc bien sûr, on a eu plusieurs équipes qui ont participé à ces relais. Il y a aussi eu un relais qui a traversé les 50 États des États-Unis. En Polynésie, on a ressenti énormément de paix, bien sûr, c'est dans la culture polynésienne. Mais ce qui est important, c'est de continuer à préserver ce message. Demain, les relayeurs du Peace Run visiteront le musée de Pop Été avant de repartir pour les îles Cook et Niue. Ils seront accueillis à nouveau dans des établissements scolaires, soit plus de 25 000 écoles visitées depuis la création du mouvement. Des mots pour sensibiliser à la leucodystrophie. C'est le but de la dictée ELA, un rendez-vous annuel qui sensibilise au combat contre les leucodystrophies et plus largement au handicap, au respect de la différence et à la solidarité. Aujourd'hui, comme lors des précédentes éditions, il a été organisé au lycée hôtelier. Une 60aine d'étudiants a fait la dictée sur un texte intitulé « Les deux mondes » et rédigé par le prix Goncourt 2023 Jean-Baptiste André. Le parrain de l'événement et lecteur de l'œuvre John Menezes est interrogé par Heidi Enko. C'est quelque chose qui peut toucher n'importe quel parent. Je suis parent, j'ai 2 enfants et je comprends juste la douleur. Enfin, j'imagine juste la maladie, la leucodystrophie, c'est quand même quelque chose qui va te paralyser tout le corps. Donc pour un enfant, c'est compliqué. Donc si je peux motiver les jeunes d'ici à les sensibiliser surtout sur ce genre de maladie, écoute, ça amène un peu plus de petites mains. Voilà, qui vont participer, qui vont connaître un petit peu et qui vont, ils vont aller courir un petit peu pour soutenir cette cause. Voilà, c'est une cause qui est faite en France, en Europe. Donc voilà, on se mobilise pour ça. Et ce sera une Hawaii Kinui VAA, pas comme les autres pour l'équipe de Pire FA. Après le drame de l'année dernière et la disparition de Kevin Quider, l'équipe avait déclaré forfait. Pour les coéquipiers de Steve Teihut Atta, cette édition sera forte en émotion. Maruki Duri, Marcel Bono. C'est l'image qui a touché au cœur la grande famille du VAA. Kevin Quider, parti parmi les anges, trop tôt.
Avec une vision totalement différente, cette 31e édition aura donc une saveur particulière pour son grand frère, Steve Teihut-Atta. C'est pour lui qu'on va ramer à cette édition. Et ça n'a pas été facile de le prendre le V6 cette année en équipe après Hawaii Kinui l'an dernier. Mais là, on a décidé de s'aligner et de donner le meilleur de nous-mêmes pour cette édition. Autour de son leader, l'équipe a décidé de se donner les moyens d'honorer la mémoire de leur frère. L'unité et la cohésion sont travaillées tous les jours. Entraînement le matin et le soir, depuis 1 mois et demi, les rameurs de Pirée conditionnent leur corps et leurs esprits. On va dire que c'est du classique, du classique pour un rameur. Entraînement le cardio, c'est de renforcer un peu le cœur pour être prêt à tout, à toute éventualité sur l'eau, que ce soit du calme, de la remontée, peu importe les conditions, le cardio sera toujours mis à rude épreuve. 3, 2, 1, top, cheville. Mais la préparation de Pirée FA a été tardive et un top 5 au Hawaii Kinui serait déjà un bon résultat. Cette année, pour l'équipe, le plus important est ailleurs. Le plus important sera d'honorer la mémoire de Kuider et Bozo. Bozo, c'était un ancien rameur, c'était le plus ancien du club. Depuis que le club a été créé en 1972, et jusqu'à présent, il continue toujours à ramer. Dommage qu'il est parti, ben, c'était le dernier. C'est important d'honorer la mémoire? C'était même important. Hein. Une qualité indéniable dans l'effectif de Pirée, c'est ce sens de la glisse, cette soif de compétitivité qui vont porter Parinui vers Matira, qui plus est, le jour de la Toussaint. Et après ce drame tragique survenu l'année dernière, la sécurité reste un grand défi pour l'organisation. Suliane Favnek. Oui, tout à fait, Ayata. Alors la première chose pour la sécurité, eh bien, c'est que tous les V6 de la compétition devront porter au minimum, enfin devront avoir dans leur embarcation 3 gilets de sauvetage. Ensuite, rappelez-vous, l'année dernière et les autres années, il y avait 3 bateaux de secouristes pour accompagner les équipages sur les 3 étapes. Eh bien, c'est terminé. Il y aura maintenant 5 bateaux. Alors comment ils vont être positionnés? Eh bien, ces 5 bateaux, il y en aura un à l'avant, 1 à l'arrière, 2 sur les côtés et 1 au milieu. Ensuite, il y aura également des postes de contrôle sur chaque arrivée d'étape, c'est-à-dire Uturoa, Pacho, Ataha bien sûr et Matira à Bora Bora Ayata. Mais ce n'est pas tout, Juliane, il y a aussi un renforcement au niveau des secours. Et oui, tout à fait. L'équipe médicale, en tout cas l'équipe des secouristes a été renforcée cette année. Alors les professionnels de la pêche qui vont assurer la sécurité seront des capitaines de pêche bien formés, bien expérimentés et tous ont eu une formation de premiers secours. Il y a au total 20 bateaux officiels qui ont tous les consignes de sécurité. Et à l'intérieur de chaque bateau, il y aura par exemple quel geste faire en cas d'accident ou encore qui appeler en cas d'accident, Yata. Et pour assurer la sécurité des participants comme des spectateurs, la navigation sera réglementée sur le plan d'eau. Et oui, alors ça c'est chaque année, on le sait. Donc le Conseil des ministres a pris un arrêté cette année pour réglementer la circulation sur le plan d'eau. Alors pour les étapes qui sont sur le lagon, interdiction évidemment à tous les navires de naviguer dans le lagon, sauf bien sûr pour ceux de la compétition et des équipages. Ensuite, pour ce qui est de la haute mer, tous les navires suiveurs devront évidemment respecter une distance de sécurité minimale, mais aussi respecter une vitesse de 15 nœuds lorsqu'ils se rapprochent notamment des VAA et des concurrents. Alors s'il y a une sécurité en mer, il y a aussi une sécurité bien sûr à terre et il y a une 60aine à peu près de gendarmes qui sont mobilisés sur les 3 îles avec des équipes de cynophiles, des motards et des contrôles renforcés principalement également à Bora Bora. Donc vous l'aurez compris, Ayata, la sécurité est une priorité pour cette édition. Évidemment. Merci beaucoup Suliane Favnek pour toutes ces précisions. Le départ sera lancé mercredi 30 octobre de Huahine. Toutes les étapes seront à suivre en direct sur Polynésie la première, évidemment.
Et au Salvador, Hirater Inat Ofa s'incline en finale et décroche une 4e place au championnat du monde Master. Malgré ce résultat au goût amer, il peut être fier d'être le premier Polynésien à participer à 3 finales mondiales. La compétition s'est arrêtée aussi pour Patricia Rossi. Lors des demi-finales, elle n'a pas réussi à vaincre ses adversaires dans les catégories plus de 40 ans et plus de 50 ans et finit à la 5e place. Un excellent résultat néanmoins pour elle après un retour en compétition après 10 ans d'absence. Enfin, il compte bien conquérir le cœur du public et du jury. 18 jeunes volontaires stagiaires du RSMA concours au Taurua Himene, une manière de renouer avec le chant traditionnel. Après un mois de préparation avec une des grandes expertes dans le domaine, Daina Tavayari, ils sont prêts. Nicolas Suire et Hubert Liao vous donnent un avant-goût de leurs prestations. Les jeunes du RSMA s'intéressent au chant traditionnel quand la plupart s'en détournent. Ceux-là veulent même participer au concours Taurua Himene de ce week-end, une première pour le régiment. Daina Tevayari est fière d'être leur professeur et de promouvoir ainsi cette part de la culture qu'elle chérit. Ils se débrouillent pas mal. Déjà, ils sont jeunes et puis ils ont à l'oreille. Et puis pour l'apprentissage, ça a été très facile. Dans le groupe, 13 hommes et 5 femmes, 18 chanteurs en tout, quand la limite pour le concours est fixée à 15. Qu'à cela ne tienne, ils seront tous ensemble malgré la pénalité. Ça fait vraiment chaud que, comme nous ne venons pas non plus de la même filière, même famille, et là, quand je regarde, nous formons une belle famille ensemble. Là, je chante ma culture, je chante ma langue, je chante c'est pourquoi mes ancêtres sont là et que nous, on est là aussi aujourd'hui. Ils présenteront un Taravat Haiti et un Otorou face à 10 autres groupes. Des chants dont le seul thème est l'amour. Ce sont des enfants qui sont souvent en précarité, qui ont vécu des précarités affectives et des violences intrafamiliales et conjugales. Et donc du coup, quand ils arrivent ici, l'estime de soi est un peu mise à mal. Et donc du coup, pour les valoriser, pour reprendre un peu confiance en eux et puis pour retrouver cette estime de soi, donc on a voulu parler d'amour plutôt que de difficultés. Ainsi, ensemble, ils reprennent confiance jusqu'à monter sur scène pour la première fois. Ils se sont tous également inscrits pour danser lors du concours Huratapairu le mois prochain. Le Taurua Himene, 9e du nom, est prévu ce vendredi à 18h au Grand Théâtre. Les billets sont disponibles sur place mais aussi en ligne. Il faudra ensuite patienter jusqu'au 2 novembre pour apprécier gratuitement à partir de 18h les prestations de 500 chanteurs sur le site de la Pointe Vénus à Mahina. L'information principale de ce journal, les personnes âgées seront peut-être mieux accompagnées. L'association Polynésie Alzheimer milite pour la mise en place d'un statut juridique des aidants et d'un guichet unique pour venir en aide à ceux qui s'occupent de leurs proches âgés ou en perte d'autonomie. Une révolution nécessaire au regard des projections inquiétantes de l'ISPF. En 2030, un adulte sur 6 aura plus de 60 ans. Une mission d'information est d'ailleurs lancée par l'Assemblée. À la une de votre quotidien Tahiti Info demain, mise au point à Taraheuil lors de la Journée mondiale des Nations Unies organisée aujourd'hui à l'Assemblée. Sur vos écrans ce soir, votre série The Good Doctor, avant le documentaire Le génie romain. Il vous emmène à Rome, la plus grande ville du monde durant l'Antiquité avec 1 million d'habitants. Ce sera à découvrir à partir de 20h45. Voilà, j'ai été ravie de vous accompagner cette semaine. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Cybèle Plichard. D'avance, je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous et à lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site